Légende du sport, partenaire de la borne plein les oreilles. Allez, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, c'est le deuxième numéro de l'invité de la borne plein les oreilles. Les copains, bonjour. Salut Jérôme. Salut Jérôme. Bon, on reçoit un professeur en physiologie de l'exercice, un spécialiste de l'entraînement en altitude. On a décidé, à l'occasion de cette rubrique, l'invité de la borne plein les oreilles, d'inviter un sportif, d'inviter un spécialiste pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail. C'est un petit peu la demande que l'on a de nos auditeurs. Ils aimeraient qu'on rentre un tout petit peu plus dans le détail sur certains sujets. Et c'est le cas aujourd'hui. Et c'est monsieur Vincent Pialou. Alors, avant de l'accueillir, parce qu'il est en attente, deux mots sur notre invité. Thomas, tu le connais bien, je crois. À deux mots, on peut pas résumer Vincent Pialou en deux mots, c'est pas possible. Non, Vincent Pialou, c'est un super copain et donc on a, on va dire, fait les 400 coups sur les routes auvergnates parce qu'on a été en équipe d'Auvergne de triathlon ensemble. Mais au-delà de ça, c'est un triathlète. Hein, oui, c'est un triathlète. Non, parce qu'en fait, c'est toujours important et c'est la thématique un petit peu de la bande dans les oreilles, c'est-à-dire qu'on parle sérieux, mais on a au moins une petite crédibilité sportive parce qu'on sait de quoi on parle. Et Vincent est complètement ancré là-dedans parce que, au-delà de son aspect universitaire et parce que c'est tout son bagage universitaire, il pratique, il sait de quoi il parle, et il a testé plein de modèles, on va dire physiologiques, et concrètement, c'était important d'avoir un son de cloche sur qu'est-ce qui se fait en altitude actuellement dans le monde du sport, parce que dans le monde du sport d'endurance, on parle de tout, mais effectivement, l'altitude fait partie des thématiques importantes. Bon, alors il est dans la chambre d'attente. Alors, est-ce qu'on fait un podcast, il nous écoute, on ne le voit pas? Ouais, tiens, on va le faire. C'est peut-être un truc. C'est peut-être un truc. L'invité, on ne le voit pas. Salut Vincent. Vincent Pialou qui est avec nous. Salut Vincent. Salut, très heureux d'être avec vous. Salut Tom, salut Sylvain. Hello. Vraiment content d'être dans cette borne plein les oreilles. Ouais. Bon. Merci à toi. En tout cas, c'est pas les oreilles, c'est vraiment la borne qui m'intéresse. Est-ce que tu en manges un petit peu de borne? Est-ce que tu as le temps? Parce que j'ai annoncé que tu es professeur à Lyon. Est-ce que ça te laisse le temps de manger de la borne? Ouais, j'essaie d'en bouffer un petit peu, mais bon, c'est plus ce que c'était. Hein, on est un petit peu rouillé avec l'âge, mais ouais, j'essaie quand même. Tiens, par exemple, ce matin. Il a tout de suite mis le doigt sur un thème. Excuse-moi, Jérôme, il a tout de suite mis le doigt sur un thème, l'âge, avec Tom. Tu vois, c'est quelque chose qui marque quand même. Non, c'est qu'en fait, avec l'âge, j'ai l'impression qu'on est vite rassasié. Ouais. Tiens, par exemple, ce matin, est-ce que tu as fait du sport? Il est 10h06. T'en as fait un peu? Et ouais, à 8h du matin, j'étais chez Tom et on a fait un petit tour de vélo ensemble juste avant de venir. Ouais, et c'est pas des blagues. Un petit. Ouais, on est monté au pied des volcans d'Auvergne, c'était en partant de Clermont, c'est toute ma jeunesse. Bon. Maintenant que je suis à Lyon, ça me manque tout ça. T'as fait un petit tour en altitude, quoi. Ouais, tu vois, en tout cas, ouais. Ce qu'a fait Blaise Pascal il y a quelques centaines d'années, on l'a fait. Hein. Pas tout à fait. On voit qu'on par contre, clairement, monter presque au pied du Puy de Dôme. Ah oui, on voit que nous sommes avec un professeur, il a une culture générale qu'aucun de nous trois n'a ici. Là. Bon, allez, on va passer la parole au hashtag cuisse de laine. Tom, vas-y, première question à ton invité, à notre invité. Alors, voilà, l'idée générale déjà dans un premier temps, c'est établir un petit peu ce qu'on parle quand on parle altitude, quand on parle entraînement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on parle avec de l'hypoxie? Pour nos auditeurs, en gros, Vincent, si tu pouvais un petit peu définir un petit peu ce qu'on entend par l'entraînement en altitude et les avantages ou les inconvénients liés à ça. Ouais, donc vaste sujet, mais bon, l'altitude, pour résumer. Un petit point historique, l'altitude au départ, l'entraînement d'altitude, ça a été plus ou moins découvert, utilisé pour la préparation des Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Et qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Les athlètes français sont allés s'entraîner plutôt à Font-Romeu, parce que c'était un endroit assez sympa pour aller s'entraîner. Et en fait, ils se sont rendus compte au retour ou après ces quelques semaines qu'ils avaient passées en altitude, et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils amélioraient leur performance au retour au niveau de la mer. En fait, le principe de base, c'est que je vais en altitude, mon corps s'adapte, il produit plus de globules rouges, il transporte plus d'oxygène, et donc derrière, on améliore nos performances, et pas nos performances de sprint, nos performances plutôt d'endurance où il y a besoin d'oxygène.
Et voilà, ça historiquement c'est la base d'entraînement en altitude. Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il y a plein d'autres effets physiologiques assez intéressants d'entraînement en altitude pour être bon sur d'autres types d'efforts qui sont plus explosifs, par exemple. Okay. Donc voilà, au niveau peut servir pour l'explosivité, pas uniquement juste pour les sports d'endurance. Alors, pour l'explosivité proprement parlé, non, mais par exemple pour répéter des efforts explosifs, oui. Oui, parce qu'en fait, pour les efforts explosifs, c'est pas vraiment l'altitude et la production de globules rouges, c'est plutôt la capacité à produire un effort sans oxygène avec un environnement hypoxique. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quoi l'hypoxie du coup? Parce que là, alors, l'hypoxie, c'est tout simplement la réduction de la concentration ou de la quantité d'oxygène dans l'air qu'on inspire, en fait. Voilà. Donc, et ce qu'on sait, c'est que plus on va monter en altitude, moins il y a d'oxygène dans l'air disponible. Et donc, s'il y a moins d'oxygène dans l'air disponible, il y en a moins pour nos muscles, finalement. On en transporte moins dans le sang, il y en a moins dans nos muscles et nos cellules musculaires sont obligées de s'adapter. Donc elle met plein de processus en place pour s'adapter et c'est ces processus qui vont améliorer les performances. Alors tu parles excuse-moi, tu parles d'élévation, c'est à partir à peu près de quelle altitude où nous sportifs on arrive à se dire ah tiens je sens que je suis un peu dans le dur là. Alors, il y a deux choses. Il y a l'altitude où on commence à être dans le dur, comme tu viens de dire. Et donc là, c'est aux alentours de 1000 mètres. À partir de 1000 mètres, en fait, la performance max, on est moins performant. Donc le pont d'autoroute. On commence à ressentir à peu près à partir de 1000 mètres. Alors, voilà. Mais par contre, si on veut des effets d'entraînement en altitude, c'est plutôt 2002-2500 mètres. Donc, aller s'entraîner en dessous de 2500 mètres, 2002, il n'y a pas réellement d'effet. Est-ce qu'il y a une fréquence, le nombre de fois dans l'année pour que ça soit... Alors après, c'est très variable en fonction des entraînements en altitude. Et puis, voilà, en fait, comme le disait Tom tout à l'heure, il y a un type d'entraînement en altitude pour un type d'effort qui est ciblé, en fait. Ouais, ça on y reviendra éventuellement, on y reviendra carrément, mais peut-être dire aussi que finalement, en gros, c'est le temps que tu passes, parce que c'est pas parce que tu vas faire une sortie et que tu passes un petit peu de temps, genre une demi-heure de ta sortie à 2500, que les adaptations elles vont suffire. Il y a un temps limite peut-être à passer, non? Ouais, alors très, très, très classiquement, si on parle d'entraînement d'altitude qui vise à augmenter le transport d'oxygène dans le sang, augmenter le nombre de globules rouges, minimum 2 semaines, il faut rester minimum 2 semaines, et c'est plutôt, si on veut vraiment avoir des effets, c'est 3 semaines. 3 semaines vraiment en altitude, de type fond romeux, ou voilà, en Sierra Nevada, pour avoir des effets qui sont réellement bénéfiques et visibles. 3 semaines d'affilée. Si on passe 10 jours. 3 semaines d'affilée. Ouais, c'est plutôt 3 semaines d'affilée. Ouais, et il faut éviter les coupures, parce qu'on redescend très très vite au niveau de départ. Donc c'est 2 semaines, c'est un minimum, et si on commence à avoir des effets qui sont bien visibles, c'est 3 semaines. Essaie de le faire avant la compète. Oui, il y a un laps de temps. Ça, faut le faire à la compète. Alors, il y a deux écoles, et alors maintenant l'école qui a pris le dessus, c'est immédiatement on redescend d'altitude, on enchaîne directement dans les quelques jours. Donc tu vois, quelqu'un comme Vincent Louis, par exemple, il va descendre 2-3 jours maxi avant la compète. Et donc, il fait sa dernière période d'affûtage encore en altitude. Alors après, les anciennes écoles, les écoles russes, l'ancien entraîneur Popov, par exemple, en natation, eux, ils avaient observé une deuxième phase, donc c'est plutôt de l'empirisme, d'observation, à 15 jours, 3 semaines après. Et ça, ces effets, ils sont plus liés en fait au transport d'oxygène. Le globule rouge, ils sont revenus au niveau de base. Et là, en fait, on profite de cette période où on a eu plus de globules rouges, où on s'est plus entraîné en fait. Et ça c'est aussi une technique qui est utilisée par ceux qui ont en fait des petites aides ergogéniques. Voilà. Finalement, notre taux de globules rouges après un dopage à l'EPO, par exemple, il est revenu normal, on n'a plus d'EPO, mais par contre, on a eu une période de 1 mois, 2 mois, 3 mois, on a pu augmenter notre charge d'entraînement et derrière, on s'est progressé. Exactement.
Oui, mais justement, tu parles de ça, mais là, par exemple, tu es en altitude, ton taux de globules rouges dans le sang va forcément augmenter. Lors des contrôles antidopage, il y a une limite à pas franchir à ce niveau-là. Justement, comment arriver à pas franchir cette limite, sachant que, a priori, le taux de globules rouges augmente de manière assez conséquente, quoi. Très clairement, il y en a, ils sont dans la merde. Parce que ceux qui ont naturellement un taux de globules rouges, une hématocrite, un taux de globules très élevé, ces personnes-là, après un stage d'entraînement en altitude de 3 semaines qui va être efficace, ils vont flirter avec la limite. Donc, ils pourraient être susceptibles d'être arrêtés. Alors maintenant, il y a un suivi longitudinal qui fait que ces athlètes-là peuvent être déjà identifiés et on peut leur permettre, suite à un entraînement d'altitude, de dépasser un petit peu la norme. Mais voilà. Et il y en a au contraire qui vont avoir naturellement des valeurs qui sont basses, d'hématocrite. Et eux, pour le coup, un stage d'entraînement d'altitude est vraiment efficace, sans parler d'autres approches. Ouais, pour nos auditeurs, en fait, l'hématocrite, c'est en fait, on a une valeur qui correspond finalement à la densité de votre sang. Plus il va être riche en globules rouges, plus il va être entre guillemets visqueux, et on mesure un petit peu cette viscosité avec, on va dire, le taux d'hématocrite qui correspond en fait à cette capacité visqueuse du sang. Et, le taux d'hématocrite, c'est simplement le pourcentage de globules rouges dans le sang. Tout simplement, c'est le pourcentage. Voilà, et en fait, on avait une espèce de seuil 50 qui correspondait, voilà, effectivement, mais comme tu le dis très clairement, si on passe de 36 habituellement à 42, on a vachement augmenté, va avoir des effets très bénéfiques sur d'avoir fait l'entraînement d'altitude, alors que si tu es à 48 et que tu passes à 51, t'as pas augmenté de beaucoup et t'es déjà dans des limites. Et en plus, et tu parlais de viscosité, par exemple, si tu pars de 48 et tu montes à 60, comme ça a pu arriver il y a certaines époques. Alors là, dans les années 90, tu te lèves la nuit pour faire des exactement ça. Quand la Game Ballant, tu vois, quand la Game Ballant, elle faisait tout sauter au train et puis elle faisait 1, 2 et 3, je sais plus quel monument. Eh bien là, les gars, ils montaient à une hématocrite de 60. Et là, le problème, c'est qu'un hématocrite de 60, ça commence à devenir moins bon pour la perf. Trop de globules rouges, c'est de la compote et ça circule moins vite, en fait. Le sang, il circule moins vite. Donc le gros avantage, eux, quand ils tombaient, ils saignaient même pas. Non, c'est vrai. Et à 3h du mat, les gars, mais pourquoi t'es arrivé ? Non, faut que j'aille faire des pompes là, tu vois, parce que oui, c'est ça, c'est des pompes et puis de l'aspirine pour fluidifier le sang. Donc ça, c'est chaud. Très classique, ça a été observé, ça a bien été vu ça. Ça nous fait rire, on aime bien nous rigoler de ça, voilà. Est-ce que tu peux, Vincent, nous résumer un petit peu les différents scénarios possibles, à savoir finalement, est-ce que par exemple, c'est plus intéressant de s'entraîner en altitude et de dormir en plaine ? Est-ce que c'est plus intéressant de dormir en plaine, s'entraîner en plaine et s'entraîner en altitude ? Tous les scénarios possibles. Juste pour expliquer pourquoi, finalement, au début, avec l'entraînement en altitude, j'allais 3 semaines en altitude, style Font Romeu ou Sierra Nevada. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que cet entraînement, ça marchait pour pas beaucoup de monde. Et on gagnait, c'est vrai qu'on gagnait notre fameuse VO2 max, c'était augmenté, mais par contre, la perf aérobie, bof, parce qu'on s'est rendu compte qu'on perdait un petit peu en puissance. Parce que quand on va s'entraîner en altitude à 2500 mètres, on envoie moins de puissance qu'en plaine. Normal, il y a moins d'oxygène. Aérobie. Est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît ? Alors aérobie, l'aérobie, c'est simplement c'est l'utilisation de l'oxygène par nos cellules. Voilà, ok. D'accord. Donc la perf aérobie, c'est toutes les les performances qui durent, qui ont une durée qui correspondent à une durée de plus de 3-4 minutes. Voilà. Donc lorsqu'on fait un 1500 mètres à pied, c'est une perf aérobie. Lorsqu'on fait un marathon en course à pied, c'est une perf aérobie. Lorsqu'on fait le Tour de France, c'est une perf aérobie. Lorsqu'on fait un chrono, c'est une perf aérobie. Voilà. Et la perf explosive, c'est du sprint et tout ça. Donc tout ça pour dire que finalement, on voyait que la puissance à 2000 mètres, elle est un peu plus faible que la puissance en plaine, normale, à moins d'oxygène. Et donc en fait, en réfléchissant, on s'est dit pourquoi pas passer le gros de notre journée en altitude et aller s'entraîner un peu plus bas. C'est le vivre en haut et s'entraîner en bas.
Et en fait, on s'est rendu compte que cet entraînement, finalement, il permettait d'augmenter le transport d'oxygène, le VO2 max, mais on ne perdait pas en puissance. Donc ça c'est intéressant pour tous ceux qui veulent performer sur des épreuves de longue distance. Voilà. Oui, parce que du coup, les adaptations physiologiques, elles se font pendant que tu as un corps au repos, donc du coup, tu perds pas ton avantage de t'entraîner à des puissances élevées. Exactement, ça c'est ça se fait au niveau naturel. Donc on va en montagne, on dort en montagne, on passe notre vie en montagne et puis on va s'entraîner un petit peu plus bas, donc dans la vallée. Alors, le problème c'est que qu'il y a du trajet et pour descendre dans la vallée, et si on s'entraîne 2 fois par jour parce qu'on est athlète de haut niveau, ça induit de la fatigue et cette fatigue finalement l'effet bénéfique de l'entraînement, elle est compensée négativement par cette fatigue. Donc en fait, à mettre dans la balance de l'avantage. Voilà. Et à partir de là, il y a eu le développement de chambres hypoxiques, de tentes hypoxiques qui simulent l'altitude. Donc là, c'est pas je vais à la montagne, mais la montagne vient à toi. Et donc, il faut expliquer ce que c'est qu'une tente hypoxie. C'est vous avez votre lit et vous mettez une espèce de bulle autour de votre lit avec un compresseur qui fait un bazar, un truc de ouf. Ouais. Exactement. Personnellement, j'ai tenté de le vendre à ma femme. Socialement, c'est pas génial. Non. Et puis en plus, il faut savoir qu'une tente hypoxique, si on parle, donc voilà, ça fait un bruit du tonnerre. Et pour que ce soit efficace, ce type d'entraînement, donc le vivre en haut et s'entraîner en bas, il faut minimum passer 12-13 heures en hypoxie. Donc oui. Alors c'est pas la peine de passer 10 heures, ça sert à rien. C'est bien. Et donc c'est super. Et donc minimum 3 semaines, minimum 3 semaines. Ouais. Et on sait qu'entre 12 et 15 heures, on multiplie par 2 les effets bénéfiques. D'accord. Donc autant dire que 15 heures par jour en tente hypoxique, c'est quasiment injouable. À moins une pièce pressurisée, une pièce entière pressurisée. Alors ça c'est les chambres hypoxiques. Voilà, c'est pas une pièce, des fois c'est des étages de maison. Voilà, moi quand j'avais bossé avec la préparation olympique du Canada pour les Jeux de Vancouver, les skateurs de vitesse, ils avaient toute leur maison ils avaient monté leur maison hypoxique en fait. Okay. Et donc là c'est facile de rester 14 heures. On peut sortir 10 heures dans la journée, voilà, on est tranquille, on est 14 heures par jour en hypoxie. Et donc là c'est valable. Okay. Mais la tente hypoxique, là c'est très très compliqué pour avoir des effets vraiment bénéfiques. Oui, d'ailleurs, petite anecdote. Parce que tout simplement, c'est quasiment impossible de respecter le protocole. C'est pas que la tente ne marche pas, c'est qu'il y a l'aspect un petit peu fatigue lié, on dort mal, et en plus, passer 14 heures dans la tente, c'est injouable. Voilà, après, on en reparlera. C'est vrai que quand moi j'avais préparé Leadville, j'avais justement demandé des conseils à Vincent dans la stratégie finalement, parce que Leadville c'est une course qui se dispute le départ de la course est à 30 mètres d'altitude, donc c'est quand même impactant. Et puis finalement, en gros, quelle peut être la meilleure des stratégies? Alors là, on y reviendra, mais en fait là, l'idée c'était juste d'être performant sur une course en altitude. C'est pas me servir de l'altitude pour être performant dans une course qui ne se concourra pas en altitude. Là, l'idée c'était d'être bon en altitude. Donc, on fait quelle pouvait être la meilleure des stratégies. Effectivement, la tente hypoxique on avait vite balayé le truc parce qu'effectivement, pour toutes ces raisons qui sont complètement très compliquées socialement à mettre en route. Et il m'a dit finalement que le mieux c'était peut-être d'aller un peu plus de temps avant la course pour justement bénéficier de l'altitude dans l'adaptation pour être bon dans la course qui va se courir à 3000 mètres d'altitude. Les autres, donc du coup là donc tu nous as préparé, donc du coup je m'entraîne en bas et je dors en haut. Les avantages finalement qu'on pourrait tirer de je m'entraîne en haut et je viens en bas. Alors là, c'est une autre approche qui est complètement différente. Là, clairement, je m'entraîne en haut et le reste de la vie en bas. Et je vis en bas, on est bien d'accord, on va faire 2-3 entraînements dans la semaine, maxi, 1 heure. Donc c'est pas avec 3 heures d'exposition en hypoxie, en altitude simulée, qu'on va produire des globules rouges. Donc là, toutes les améliorations de performance, elles sont pas liées en fait finalement à notre transport de globules rouges, mais c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer au niveau de nos muscles. Et au niveau de nos muscles, ils vont s'adapter, ils ont moins d'oxygène, donc en fait, ils vont être capables de mieux l'utiliser.
d'une part, et puis surtout, on va être capable de supporter le manque d'oxygène, en fait. Et le manque d'oxygène... Ouais, le manque d'oxygène, c'est par exemple, c'est comme type d'effort, c'est lorsqu'on fait un sprint long, un effort assez violent, vraiment au-dessus de l'intensité max, durant 40, 50 secondes, 1 minute, et puis on le fait plusieurs fois. Et ben là, voilà, nos muscles qui sont en manque d'oxygène, et ben là, en s'entraînant comme ça, nos muscles se seront adaptés. Donc on est capable de produire plus de puissance sur une durée de 1 minute. 1 minute 30, mais surtout on est capable de répéter plusieurs fois un exercice de haute intensité qu'on n'est pas capable de faire, lorsqu'on s'entraîne. C'est intéressant ça. C'est quand même hyper intéressant comme. C'est hyper intéressant, et en fait il y a un basculement. Hein. Là en ce moment il y a un basculement sur l'entraînement d'altitude. Le living high, training high, hein, que je vis en haut, je m'entraîne en haut. Le living high, training low, ok, ça marche, mais vraiment c'est ciblé sur des populations qui sont super haut niveau, évidemment. Et voilà, quelques marathoniens, quelques triathlètes, et encore, ça se discute. Quelques cyclistes, mais c'est vraiment ceux qui vont monter des cols longs. Donc, il y a combien, ça intéresse combien de cyclistes qui vont jouer les grands tours, en fait, hein. Voilà, c'est ça, hein. Mais alors, par contre, cet entraînement qui est, je m'entraîne en haut et puis je vis en bas. Alors déjà, c'est assez facile à mettre en place. Maintenant, les générateurs d'hypoxie, ce qui nous permet de respirer un air dépourvu un petit peu d'oxygène, ça coûte plus très très cher, hein. Enfin, ça coûte 5 000 €. Hein. On a du super matos pour 5 000 €, donc voilà, c'est un investissement. Il n'y a pas besoin d'avoir... Ouais, rien du tout, hein. Par rapport à des flacons de PO, t'imagines, c'est rien du tout. Et non, mais c'est vrai, en plus c'est en toute légalité. Et puis voilà, ça permet de répéter des efforts de très haute intensité, et tu fais 50% d'efforts en plus. C'est-à-dire que celui qui s'entraîne normalement, il va en faire 10. Toi, si tu suis un entraînement, et c'est très très rapide. Très rapide, ça veut dire qu'en 3 semaines, c'est même pas en 2 semaines. Tu fais 3 entraînements par semaine, en 6 entraînements, déjà, il y a des effets qui sont monstrueux. Messieurs, vous savez que moi, je ne suis pas forcément un très grand sportif et en sport individuel, mais j'ai le souvenir, étant un fan de football, 1982, j'ai envie de dire, le premier souvenir du sport en altitude, enfin de l'entraînement en altitude, c'était l'équipe de France. Avant de partir en Espagne, ils étaient partis avec, c'était Michel Hidalgo et la grande équipe de Michel Platini. En 82, ils étaient partis à Font-Romeu. Donc, est-ce que cette méthode d'entraînement, elle est également applicable aux sportifs et aux sports collectifs? Alors, complètement. Alors, on venait de parler de s'entraîner en haut et vivre en bas. Alors, cette méthode-là, elle peut être efficace dans les sports collectifs. Et alors, il y a un type d'entraînement, s'entraîner en haut et vivre en bas, ça s'appelle la répétition de sprint en hypoxie. Alors, ça consiste à quoi? Simplement faire des sprints d'une dizaine de secondes. On a une récupération de entre 20 et 30 secondes, d'accord? Et puis on en fait, par exemple, on fait 3 séries de 5 répétitions. Et ce type d'entraînement améliore particulièrement la capacité à répéter les sprints. Et cette capacité, ou la capacité à répéter des efforts de très haut niveau. Et ça, c'est la caractéristique des sports collectifs, finalement. Pourquoi la principale qualité physique d'un athlète, d'un sportif de sport collectif, c'est cette capacité à répéter des efforts de très haut niveau. C'est ce qui va faire la différence, hein, c'est ce qui va faire, c'est quand Mbappé, il met toute la défense du Barça à la trappe, c'est parce qu'il fait un sprint et il va marquer un but derrière, il va plus vite que tout le monde. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir le réaliser à la fin de la première mi-temps et puis surtout à la deuxième partie de la deuxième mi-temps, par exemple. Et est-ce qu'ils le font souvent ? Est-ce qu'ils le font souvent ? Parce qu'on n'entend plus parler d'entraînement en altitude pour les sports collectifs. Moi, j'ai ce vieux souvenir. Oui, alors ça commence maintenant, les clubs pro, les équipes nationales commencent à s'intéresser à ce type d'entraînement. Hein. Donc là, je sais que j'ai mon collègue, la Grégoire Millet, qui est un peu le king de l'entraînement en altitude mondial, hein. C'est monsieur entraînement en altitude, c'est lui qui a développé cette méthode de répétition de sprint en hypoxie. Il est intervenu avec la préparation en Coupe du Monde d'équipes de foot, il me semble que c'était l'Algérie, avec le Pays de Galles, hein, pour la Coupe du Monde en rugby.
Donc très clairement, l'équipe de France commence à s'y mettre en rugby, donc faire des répétitions de sprint en hypoxie. Donc ils font ça sur un watt bike, par exemple, les rugbyman, parce que sinon en course à pied ils s'arrachent les genoux. Et l'entraînement à altitude à l'ancienne, comme tu disais tout à l'heure, aller en Font-Romeu, mais on pourrait prendre l'exemple aussi de l'équipe de France. L'équipe de France de foot en 2010 lorsqu'elle a préparé la Coupe du Monde en Afrique du Sud, le gros fiasco. Eux, ils étaient encore sur l'entraînement à l'altitude à l'ancienne. Voilà, je vais une dizaine de jours à Font-Romeu ou à Tignes. Bon, là, très clairement, ça sert à rien. Tignes aussi, c'est vrai qu'il y a Tignes qui... Ça sert absolument à rien, à part, aller à la montagne. Mais niveau entraînement en altitude, bénéfice égale 0. D'accord. Impeccable. Voilà. Voilà. Donc en fait, tu veux dire que la stratégie des sports co, ça peut être pertinent chez eux d'investir dans un espèce de centre d'entraînement où finalement ils mettraient pas des champs, des watt bikes dans des champs hypoxiques pour faire leur. Alors qu'est-ce que ça veut dire watt bike? Alors, un watt bike, c'est un vélo d'appartement, en fait. Ah, d'accord. C'est un vélo, mais t'envoies du watt. D'accord, watt bike, ok. C'est un home trainer à 3 000 euros. D'accord, et donc, ok. Pour les rugby. Et donc, en fait, les gars, ils se posent les fesses sur le vélo, et que tu sois avant, arrière, pour prendre l'exemple du rugby, et bing, 10 secondes à bloc, récup 20-30 secondes, ça à 5 fois, et on te fait ça 3 fois dans la... Et ça va refaire 3 fois dans la séance, et emballer, c'est peser. D'accord. Et les effets sont vraiment monstrueux. Ça veut dire qu'avant l'entraînement, ils vont être capables de faire une dizaine de sprints, d'accord? On leur demande après le test, la capacité à répéter les sprints, c'est par exemple, tu fais un sprint de 10 secondes, tu as 20 secondes de récupération et tu le fais jusqu'à ce que tu exploses. Et ben avant l'entraînement, ils en font 10. Et après l'entraînement, ils en font 16 ou 17. D'accord. Ah ouais, donc les résultats ça, sont... Si tu fais le moment que Thomas aime bien, ça. J'adore. C'est ma spécialité, c'est ma grande spécialité. Mais de toute façon, avec une Pmax à 580 watts, c'est vrai que c'est... Là, justement, par rapport à ça, est-ce que tu aurais des conseils pratiques, par exemple, pour quelqu'un qui va préparer, par exemple, je fais du trail, je veux préparer l'UTMB, est-ce que ça vaut le coup que j'aille faire de l'entraînement en altitude? Je suis pas hyper convaincu. Pourquoi pas si tu es du très très haut niveau et tu joues un top 10. Mais après, sinon, entraîne-toi en spécifique. Moi, je dirais, va sur le parcours, fais-le. Fais de la montagne. Fais de la montagne, mais faire un entraînement en altitude pour une course comme ça, ça peut être une stratégie si on cible des faiblesses, par exemple. Voilà, si on veut augmenter sa VO2 max. Mais bon, pour la préparation en soi, je suis pas sûr. Dans la préparation de la saison, pourquoi pas? La préparation en soi, je suis pas hyper convaincu. Moi, je voulais rebondir sur le fait, tu viens de parler, faire de la montagne. Est-ce qu'il y a une différence entre, dans ma préparation, je fais que de la grimpette et je suis en altitude? Parce que certains pensent que faire que de la grimpette, faire monter des cols à vélo ou monter les montagnes justement à pied, c'est de l'entraînement entre guillemets en altitude et c'est la même chose, alors que, à mon avis, ça n'a rien à voir de faire 3 heures de col et 3 heures de montée plutôt que de rester en altitude. En fait, c'est deux choses complètement différentes. Ouais, t'as bien vu, ça n'a rien à voir. Ça veut dire alors, l'entraînement en altitude, il faut vivre en altitude. Donc, si tu passes tes 3 semaines à Font-Romeu et tu fais des cols, ok, là tu fais de l'altitude. Mais si tu pars, si c'est simplement faire des cols et puis avoir 30 minutes à plus de 2000 mètres, le temps que tu montes et que tu descends, tu restes à tes altitudes au-dessus de 2000 mètres, là, c'est pas de l'entraînement en altitude. Là, tu as passé un peu de temps en altitude, tu t'es rendu compte finalement si tu répondais bien ou pas. Mais alors, tu n'as rien développé du tout. Oui, ça, c'est pas de l'entraînement en altitude, on est bien d'accord. Le truc important, c'est qu'il faut pas, parce que souvent les gens ils disent oui, mais bon, putain, je suis vachement bien, ouais, c'est normal, j'ai fait un stage en montagne, mais en fait, t'es vachement bien parce que t'as fait de la borne en montagne et puis que t'as exactement, voilà. T'as passé plus de 3/4 de ton temps à 80% de ta voilà, exactement, voilà. Et les effets de l'altitude, il y en a pas en fait, faut être honnête. Le seul avantage de Font-Romeu, en fait, le gros avantage de Font-Romeu, c'est que t'es pas loin de l'Espagne, quoi. Pour les cyclistes, ça les arrange. Ah oui. Tu parles de la Jonquera ou quoi? N'importe quoi.
veut pas de vélo. Et après, ça dépend lesquels. Hein. Ceux qui ont une hématocrite à 49, on a dit que c'était pas bon. Ah oui, c'est vrai. Mort. Ouais. Voilà, c'est mort. Donc, t'es obligé déjà de partir. J'avais une question. Moi, chez H2R, il nous faisait faire des stages en altitude à la Toussuire, alors autant te dire que c'était très très haut. Mais par contre, c'est vrai que moi, le sommeil était vraiment perturbé. C'est-à-dire que dès qu'on était là-haut, moi, je dormais très très mal. Alors, est-ce que l'altitude, justement, a une incidence sur le sommeil dit réparateur? Parce que tu en parlais tout à l'heure de la récupération. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ce qui est extrêmement bien connu et bien documenté, c'est que le sommeil, l'altitude perturbe le sommeil et tous les stades du sommeil. Donc déjà en dormant bien, alors il y a une phase d'adaptation, mais bon, généralement cette phase d'adaptation, elle peut rester elle peut durer 5, 6, 7 jours. Donc déjà en dormant bien, ça perturbe tous les cycles du sommeil, dont le sommeil réparateur. Et deuxième chose, c'est hyper individuel. Alors en fait, il y en a qui répondent très rapidement, très bien, qui sont très peu perturbés, et puis il y en a qui sont tout le temps perturbés. Donc en fait, il y a des bons répondeurs et des mauvais répondeurs. Donc voilà. Et ça, on a beau chercher tout ce qu'on peut, pour l'instant, on n'a pas réellement trouvé des tests avant le stage d'entraînement pour savoir si on est bon ou pas bon répondeur. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller tester. Et puis si ça marche pas, il faut pas vouloir insister. Si on est mauvais répondeur, il faut limiter l'altitude ou aller vers des entraînements, comme on a dit tout à l'heure, qui sont pas le Living High Training Low ou le Living High Training High, mais aller sur des générateurs d'hypoxie et faire du Living Low Training High sur des courtes répétitions, sur des courts temps en hypoxie. D'accord. Et on va développer d'autres choses, mais là quasiment tout le monde est répondeur. Il y a, en fait, ouais, donc Sylvain a mis le doigt sur on va dire les perturbations en lien avec l'altitude. Est-ce que, notamment, par exemple, est-ce qu'il y a d'autres éléments perturbés, du fait de rester en altitude, par exemple, notamment tout ce qui va être les apports nutritionnels, l'histoire de la satiété. Est-ce que tu peux faire un petit résumé sur qu'est-ce que ça perturberait? Bon, après là, on est dans c'est hyper large, mais alors les grandes lignes. Donc déjà, on parlait du sommeil. Contrôler son sommeil, c'est aussi éventuellement contrôler la saturation. Hein, donc, il y a des petits appareils qu'on met au doigt, faut dormir avec, et puis on mesure le pourcentage de globules rouges qui transportent de l'oxygène. Donc quelqu'un qui est en bonne santé, il a 98% de ses globules rouges qui transportent de l'oxygène. Quelqu'un qui est insuffisant respiratoire, il va en avoir 75. Donc lui, il n'est pas en bonne santé du tout. Mais alors certains athlètes qui montent en altitude, qui vont dormir à 3000 mètres, ils peuvent descendre à 80, en dessous de 90, 85, et ça, faut le contrôler. D'accord. Alors normalement, au cours du stage, on remonte à 92%, et là, c'est mieux. Mais certains remontent pas. Donc là, il faut faire attention. Donc ça, c'est des mauvais répondeurs. Peut-être toi, Sylvain, tu avais une saturation. Donc il faut mesurer la saturation en continu toutes les nuits. Voilà, ceux qui utilisent des tentes hypoxiques, normalement, ils doivent mesurer leur saturation en oxygène. Parce que là, du coup, s'il y a saturation d'oxygène très basse, est-ce qu'il peut y avoir justement des grosses complications engendrées dans ton sommeil? Est-ce que tu peux te rendre compte de certaines choses? Est-ce que ça peut entraîner un accident? Parce que le podcast est là aussi pour ça, pour dire voilà, il y a des choses qui sont mises en place et puis il y a des choses qui peuvent être dangereuses et nous on est là pour prévenir ça. Il y a des choses qui ont été dangereuses. Hein. Au début, alors, petit historique, on en revient, juste avant les Jeux Olympiques de Sydney, la première étude scientifique sort en 1998, hein, donc 2 ans avant, en disant que le Living High Training Low, ça marche. Donc les tentes, explosion des ventes de tentes hypoxiques, les athlètes ils ont vu ça, et puis l'athlète de haut niveau d'endurance, sa stratégie, c'est comme pour la borne, plus j'en bouffe, meilleur je suis. Et donc l'altitude, il pensait que c'était pareil. Donc je vais bouffer de l'altitude la plus haute possible. Donc ils se mettaient à 5000 mètres dans leur chambre, et il y en a plein, ils ont failli y rester. Et puis le CIO, juste avant les Jeux, après quelques accidents, on dit interdiction des chambres dans le village olympique avant Sydney. Et donc parce qu'il y a eu des accidents, et il y en a, ils ont failli y rester parce qu'ils montaient à 5000 mètres. Ils étaient tout contents d'avoir leur saturation de 70, mais ça, c'est dangereux pour la santé. Ça, c'est clairement. Toujours dans la demi-mesure, quoi. Mais c'est normal. Enfin, au bout d'un moment, on est là pour bouffer de la borne, crème anti-caresse et tout ce que tu veux, et puis en voiture Simone. Sauf qu'à l'altitude. Sauf que l'altitude, ce n'est pas ça. L'altitude, il faut pas faire n'importe quoi. Donc, le temps d'exposition, il doit être bien contrôlé, et puis l'altitude d'exposition doit être bien contrôlée. À l'altitude d'exposition, clairement,
en tente en altitude réelle. Hein. En altitude réelle, c'est un petit peu plus bas. Hein. C'est plutôt entre 2002 et 2008. Et en tente chambre, c'est entre 2005 et 3000. Vincent, si on a, je me permets de te couper, si on a des auditeurs, auditrices qui se disent, tiens, je veux Vincent pour qu'il m'entraîne, comment ça marche? Toi, tu as un coach privé également à côté de ton travail de professeur ou alors tu as des amis qui ne font que ça? Comment ça marche? Tom en parlait tout à l'heure, celui qui veut préparer, pourquoi pas. Moi, maintenant, j'entraîne quelques athlètes, mais qui sont, voilà, c'est plutôt une relation humaine privilégiée que des athlètes. Avant, j'entraînais beaucoup. Maintenant, je suis plus expert. Donc voilà. Par contre, si quelqu'un veut s'entraîner en altitude et avoir une expertise, d'avoir un plan d'entraînement, mais uniquement sur l'altitude par rapport à ses caractéristiques. Ça veut dire qu'on va pas entraîner en altitude quelqu'un qui va préparer un UTMB que quelqu'un qui va préparer un fondeur de haut niveau, hein, ou alors si je veux faire les trails de Sébaza, enfin je veux dire Sébaza, c'est quand même un truc sympa. Ouais. Si tu veux faire le trail, faut me contacter. Et puis, voilà, non, mais voilà, non, mais globalement, moi, l'expertise sera vite faite. Non, mais après, chacun son profil. Ça veut dire quelqu'un de puissant, on va pas lui proposer les mêmes choses que quelqu'un qui est endurant. Mais c'est possible. Quelqu'un de puissant. Mais c'est possible. Hein. Ouais, il faut regarder quel est l'objectif et quelle est la caractéristique de l'athlète. Ouais. Et puis aussi, voilà, quelle est effectivement. Quelle est la taille du compte en banque aussi, parce que bon, attends. Ouais. Ah bah, tu parles. La tente hypoxie 5000. Les conseils de Vincent 7000. Et dis donc, il faut avoir des sous dans le running. La commission pour nous. DPO. Bah oui. Non, mais bien sûr. Et puis après, voilà, donc l'allocation du matos. Ah bah attends. Non, voilà, les générateurs d'hypoxie. Non, mais après, il y a des choses qui sont quand même importantes. Ça veut dire qu'il y a des générateurs d'hypoxie qui ont été designés pour des athlètes qui utilisent que le haut du corps. Donc en fait, on ventile moins. Et quand on utilise que le haut du corps, on a moins de ventilation, on a moins de... On respire moins fort. Mais alors, lorsqu'on fait des sprints sur vélo, on respire vraiment très très fort. Et donc, il faut des générateurs d'hypoxie qui sont capables d'envoyer suffisamment d'air qui appauvrit en oxygène. Donc voilà. Après, il faut cibler les bons appareils par rapport au type de sportif, par rapport à. Grosso modo, en fait, ça reste quand même sur l'élite du sportif. Ce type de suivi de préparation, parce que quelqu'un qui veut préparer pour faire 3 centièmes à l'UTMB, c'est peut-être pas la cible de personnes. Non, c'est pas du tout la cible. Après, si la personne elle veut absolument, ok, on peut lui donner des conseils, on peut apporter une expertise, mais à un moment donné, c'est ce que je dis à mes étudiants. C'est que vous prenez quelqu'un qui est très peu entraîné, c'est pas la peine de le monter en altitude. Vous lui faites faire déjà un plan d'entraînement où il va faire un peu de VMA, développer sa VO2 max, augmenter son temps de soutien, et puis c'est bon. Et ça, effectivement, l'entraînement en altitude, les différents types d'entraînement en altitude, c'est ciblé sur des athlètes qui à un entraînement normal ont atteint un petit peu un plateau, un plafond, et là veulent aller un petit peu au-delà. Donc là, c'est vraiment une approche qui correspond à des athlètes qui sont plutôt élites ou professionnels. Messieurs, nous sommes dans la dernière ligne droite. Dernière ligne droite, puisqu'on a dit qu'on voulait faire une interview le temps d'une sortie entre 40 et 45 minutes. Donc nous sommes dans la dernière ligne droite. Et c'est un peu notre chronométreur officiel. Il est réalisateur, chronométreur. Un petit peu. Mais il prend les chronos autour de la piste. Tu parles, sinon. Il fait que ça d'ailleurs. Pour l'instant, il a toujours pas ouvert son compte Strava. On attend les tours de piste de Jérôme. Il a la canette de bière à la main. Et il est là. Bon, alors les gars, le stylo. C'est le stylo. Le stylo, il note les chronos. Attends, c'est Monsieur Donné. C'est le stylo. Non, mais je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. Franchement, après, on aura forcément des questions sur lesquelles on pourra revenir a posteriori. Et auquel cas, on demandera une expertise toute particulière à notre Altitude Master. Mais effectivement, ce qu'il faut ressortir de ça, c'est quand même que c'est pas finalement la panacée, et qu'il y a plein de choses à mettre en place avant de pouvoir avoir cette stratégie d'utiliser l'altitude pour s'améliorer dans la performance, mais que finalement, ça va dépendre un petit peu du cas par cas, du profil du coureur, ou du cycliste, et surtout de l'objectif de la compétition et de la préparation.
qu'il y a quasiment un plan en altitude par athlète ou par coureur ou par cycliste. Donc, c'est très difficile de faire des généralités. Ce qu'on peut trouver sur les plans d'entraînement, dans les magazines, etc., ça peut être très bien, mais on se rend compte que est-ce qu'on est bon répondeur, pas bon répondeur, puissant, endurant, on veut préparer une course, une type de course ou un autre type de course, finalement, c'est vraiment que du cas par cas, c'est chirurgical. Okay. Et puis après, voilà, tu disais, il y a les approches nutritionnelles qui peuvent être bien boire en altitude, ça c'est hyper important. Mais après, voilà, il faut tordre le cou à certaines aussi. Faut prendre des compléments alimentaires de tel type. Prendre des protéines, c'est pas une bonne idée, par exemple, en altitude. Prendre des vitamines antioxydantes, c'est pas une bonne idée. Mais en fait, on a vachement, tu parles là-dessus, mais on écoute vachement de son de cloche quand on ouvre les magazines à ce sujet-là. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils sont complètement à côté. Parce que là, c'est un truc de fou, tout ce qu'on entend. Et là, prendre des vitamines antioxydantes, ça veut dire et prendre des anti-inflammatoires, finalement, on va complètement chanter les adaptations, donc ça sert à rien. Prendre des protéines, généralement, on prend des protéines parce qu'on perd un petit peu de la masse musculaire en altitude. Le problème, c'est que c'est le concept du régime hyperprotéiné. Donc le fait de prendre des protéines, on va moins manger, c'est-à-dire qu'on va encore plus perdre de masse musculaire. Donc voilà. Donc en fait, il y a des fondamentaux finalement sur l'entraînement d'altitude, mais qui sont assez récents en termes de recherche scientifique. En fait, c'est pour ça. C'est que c'est assez récent et finalement, on s'est rendu compte qu'on faisait des choses et qui étaient pas bonnes en fait. Moi, je voudrais remercier quand même. Comme dans toute la science, quand il y a des recettes, faut se méfier de la recette. Souvent, c'est biaisé et ça marche pas. Ouais, et puis il faut avoir aussi un espèce de recul. C'est intéressant d'avoir la confrontation entre le terrain, la faisabilité et puis le résultat de la recherche scientifique. C'est là où il faut un peu mixer le tout. C'est là où c'est intéressant d'avoir un œil d'entraîneur, un œil de sportif, est-ce que c'est possible de faire, et puis un œil de scientifique, voilà. Ce qui est intéressant dans la borne plein les oreilles, c'est que nous, on s'attache à ce que nos dires soient prouvés scientifiquement. Exactement. Du coup, avoir un altitude master à côté de nous, et tu vois, là-dessus, paf, ça pose le sujet. Ouais, ça crédibilise. Tout de suite. Ça crédibilise, monsieur. Bon, merci, monsieur Vincent, c'était super intéressant, mais c'est un sujet qui est à tiroir, mais il y en a beaucoup en fait. Il pourra revenir. Ah bah évidemment. On se fera une petite montée du Puy-de-Dôme, du coup, comment on fait la prochaine fois? Mais... en vélo. Il faudra filmer, hein. Écoute, moi je propose les deux. Thomas voulait faire une petite course en fait. Un vélo, et t'as pas une anecdote là-dessus, Tom? Le dernier vainqueur cycliste au sommet du Puy-de-Dôme. Bah c'est moi. non, officiel. Le dernier cycliste officiel. Parce qu'il y a c'était une cyclo qui s'appelait, je sais plus, elle finissait au sommet du Puy-de-Dôme. Bon, on n'a pas le nom alors. C'est qui? Non, t'as pas de culture. Non. C'est qui? Tu vois pas qui c'est? Il est là. Non, c'est Vincent. C'est Altitude Master. Ah, c'est toi? Mais on aurait dû mettre ça en sous-titre. Roi de la pédale. Ça, c'était avant qu'il coupe la route. Il y a eu Pompidou Anctil et Vincent Pialou. Voilà. Exact. Putain, c'est tout. On a beaucoup de chance. Excellent en tout cas. Bon. Merci beaucoup. Merci Vincent pour le moment passé. C'était un plaisir. À tout nous dire. J'espère que nos auditeurs, je trouve, quand même, on ne les arrête plus. Quand on aime, on compte pas. C'est comme là-bas. Tu as raison. Excellent. Voilà, on a pris beaucoup de plaisir, on a pris plein d'infos. Si certaines personnes veulent d'autres infos complémentaires, il y a quoi? Il y a des sites internet, il y a des infos sur toi. Il y a la page Facebook de nous et on relaiera. On relaiera. On relaiera. Parce que sa femme va gueuler, si on donne le 06 tout de suite, tu vois. Non, ça va pas. Je pourrais faire défiler, tu as raison, je pourrais faire défiler. Bon, merci beaucoup. Merci les copains pour cette deuxième interview invitée. Plaisir de vous revoir. Voilà. Warren Barguil, Vincent Pialou. Ouais, ça monte crescendo au niveau des invités. Attention. Voilà, vous continuez bien évidemment à partager l'ensemble des publications, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube.
et surtout sur podcast, puisque on vous rappelle qu'au tout départ, c'est quand même un podcast que nous filmons et que nous mettons en vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous êtes du côté d'Apple Podcast, également les 5 étoiles, et puis vous partagez toutes les informations. Je te vois, hein, j'étais parti sur mon... Oui, je sais, mais tu parles de podcast. Est-ce qu'on sera sur Deezer, Jérôme? Ah ben ça, je n'en sais rien, je ne sais pas. On y bosse. Ah bon les gars, ça serait bien de vous mettre un peu au turbin. C'est vrai que Deezer, pour l'instant, nous ne sommes pas sur Deezer. Bon, on est sur Apple Podcast, Google Podcast, encore, tu vois, et Spotify, bien évidemment. Merci beaucoup, Vincent. Merci pour ce témoignage. Merci à toi, en tout cas. Plaisir, les gars. Les garçons, il va falloir maintenant travailler sur les autres épisodes et également les invités. Donc, vous avez du job. Et à moi de vous dire bien à très vite. Et encore merci de votre fidélité et merci de vos retours. Ils sont nombreux et ça nous fait chaud au cœur. À très vite. Merci à vous. À vite. Bisous.